La diversité en entreprise, on en parle? Parler de s'ouvrir à tous les talents, partout. Recruter autrement. Intégrer et permettre d'évoluer. Parce que la diversité est un accélérateur de performance. Source de créativité. Et créatrice de valeur pour nos entreprises et pour la société. Rejoignez le mouvement. Sommet de l'inclusion économique. Voilà, de retour donc pour cette nouvelle plénière. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Attention, vous passez juste devant les caméras pour ceux qui nous suivent en digital. Merci. Alors, on a déjà bien avancé dans le programme de cette journée et c'est pas fini. Il faut que je vous rappelle quand même le sondage, le fameux sondage dont je vous parle depuis ce matin et pour lequel on a besoin de vous. On a besoin que vous nous donniez votre avis sur les questions d'inclusion, de diversité au sein de votre organisme, mais également votre ressenti sur ces questions. Vous pouvez le faire de deux manières, soit sur l'application du sommet de l'inclusion économique, soit, si vous êtes en digital, sur l'onglet qui s'affiche sur votre écran. Alors maintenant, place à notre prochaine plénière. Et pour la présenter, je vous demande d'accueillir ma consoeur Virginie Salmen. Bonjour Virginie. Alors vous êtes une journaliste engagée vous aussi sur les questions d'inclusion. Vous avez cofondé l'association Viens voir mon taf. C'est une super asso qui permet justement à des jeunes qui sont en réseau d'éducation prioritaire notamment de trouver un stage. Et on sait que pour ces jeunes-là, le réseau, ça manque. Alors merci pour ce que vous faites. Et votre taf, Virginie, dans cette plénière, c'est justement de montrer avec tous vos intervenants et intervenantes, comment on peut créer de nouvelles synergies pour favoriser l'égalité des chances. Vous avez jusqu'à 15h15. À tout à l'heure. Merci beaucoup. J'appelle Manuelle Lepoutre, directrice engagement citoyen et déléguée générale de la Fondation Total Énergie. Installez-vous. Olivier Nataf, le président d'AstraZeneca France. Installez-vous où vous voulez. Pascal Dartois, la directrice générale de l'AFPA. Et Laurence Breton-Cueni, vice-présidente de l'ANDRH. Et nous accueillons pour cette 6e plénière en tant qu'intervenante experte, Erika Cogne, déléguée générale de Télémac. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Alors d'abord, je vais rappeler pour tout le monde le titre de cette 6e plénière, investir dans les nouveaux lieux de la synergie pour favoriser l'égalité des chances à tous les étages. Alors on va parler ici évidemment des lieux innovants que vous connaissez peut-être ou que vous allez découvrir, qui ont vu le jour ces toutes dernières années. Donc le principe, c'est des entreprises toujours qui travaillent main dans la main avec des associations, des ONG pour aider ceux qui en ont le plus besoin et qui nous occupent aujourd'hui toute la journée, donc les jeunes issus des territoires les moins privilégiés. On va parler de ces lieux, alors par exemple l'ascenseur à Paris-Bastille, Industrit à Stein en Seine-Saint-Denis ou encore l'Escalator. Alors je vous donne un chiffre pour illustrer le sujet de notre discussion. Les entreprises où la diversité est une réalité sont jusqu'à 36% plus susceptibles d'avoir de meilleurs résultats financiers. Là, je cite Saïd Amouche qui cite lui-même une étude du cabinet McKinsey. C'est Saïd qui l'a rappelé aujourd'hui. Il y a une deuxième donnée importante, je crois, parue aujourd'hui, qui va donner du relief à nos échanges du jour. Cette fois, c'est une note du Cercle des économistes. Nous pourrions gagner 0,4% de croissance rien qu'en travaillant sur l'insertion économique des jeunes qualifiés issus des quartiers prioritaires de politique de la ville. Donc on voit à quel point tout le monde a à y gagner, évidemment. Et enfin, pour qu'on garde bien en tête nos bénéficiaires, ceux pour qui on fait tout ça, les jeunes à qui toutes ces actions sont destinées, 8 jeunes sur 10 disent avoir subi des préjudices importants en raison de l'épidémie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des préjudices en termes de santé mentale, en termes de pouvoir d'achat, d'habitude de vie. C'est un sondage Radio France réalisé il y a quelques mois. Ça, c'est aussi un indicateur très important. Alors, je vais d'abord vous demander, à vous, autour de la table ici, de vous présenter en disant en quelques mots, en guise d'introduction, en quoi vous participez, votre entreprise participe à ces nouveaux lieux de synergie. Alors, peut-être on peut commencer par vous, Pascal Dartois.
Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si on peut enlever, je vois que tout le monde l'a gardé, mais... Je crois qu'on peut l'enlever une fois qu'on est ici, parce qu'on est un peu loin de la salle. Si vous... Merci. Je dirige l'AFPA, donc l'Agence pour la formation professionnelle des adultes, que peut-être un certain nombre de vous connaissent, puisque c'est une vieille association qui a 75 ans, qui a été créée après-guerre pour reconstruire la France. Et cette association a eu quelques difficultés. Et en 2017, nous avons décidé de nous remettre en question et de voir comment nous pouvions mettre à profit des territoires, des publics et des entreprises 9 millions de mètres carrés de foncier dont nous sommes propriétaires. Parce que ces millions de mètres carrés de foncier n'étaient pas utilisés, plus comme avant. Et donc, du coup, sur 140 sites en France, on a décidé d'une stratégie d'ouverture. Et plutôt que de signer, j'entendais quelqu'un se leur dire on arrête de signer des conventions, on s'est dit on va arrêter de faire ça aussi. Et on a ouvert nos centres qui sont un centre AFPA, hein, c'est entre 5 et 9 hectares, avec un restaurant et avec des hébergements. Et évidemment des ateliers de formation. Et donc on s'est dit, plutôt que de rester uniquement un organisme de formation, comment on peut servir sur un territoire. Donc on s'est ouvert et on a proposé à tous les acteurs de l'orientation, de l'insertion, de l'emploi et de la formation, donc nos propres concurrents, de s'installer avec nous en résidence pour faire système et changer d'échelle. Et ça marche très très bien. Voilà, j'aurai peut-être l'occasion de vous en parler tout à l'heure. Merci. Manuel Lepoutre. Je suis Manuel Lepoutre, donc j'ai fait une carrière, un parcours complet chez Total Energy, parcours d'ingénieur, et j'ai fait des passages à la R&D et aujourd'hui à l'engagement citoyen, en passant par l'exploration de nouvelles ressources, lancement d'une direction développement durable environnement, même des RH. Et j'ai essayé systématiquement dans mon parcours d'introduire des dimensions environnementales et sociétale comme élément de transformation, d'innovation dans les process. Et lors de ce parcours, j'ai appris moi-même des autres, et que les autres étaient essentiels, et en particulier les autres dans leur unicité, dans leur diversité, que c'était de là que naissaient les projets les plus innovants et les plus transformants, et que c'est bien là-dessus qu'il fallait s'appuyer, dont il fallait utiliser le levier, même en entreprise, je dirais, pour être plus efficace économiquement parlant. Merci. Je passe la parole à Olivier Nataf. Avez-vous un micro? Voilà, je vous en donne un. Ce sera mieux comme ça. Merci. Président d'AstraZeneca France. Alors bonjour à tous, donc Olivier Nataf, président d'AstraZeneca France, qui est un laboratoire pharmaceutique, donc une entreprise de santé. Et donc nous sommes engagés en particulier sur plusieurs initiatives, mais en particulier pour ce qui nous concerne aujourd'hui, en tant que membre fondateur de l'association L'Ascenseur, donc qui est une pépinière elle-même de 20 associations qui s'occupe de l'insertion des jeunes, notamment dans les études, dans la société évidemment, pour trouver un travail. Et donc nous, on aura l'occasion je pense, de reparler de la motivation et de ce qu'il y a derrière cet engagement, mais ça fait aussi partie d'un engagement, on va dire, mondial d'AstraZeneca pour la santé des jeunes, qui s'appelle le Young Health Programme. Et donc l'ascenseur est une des initiatives du Young Health Programme depuis l'année dernière, et nous sommes fiers de l'avoir porté au niveau de la France, puisque c'est la première initiative, on va dire, d'éducation et d'insertion des jeunes, pas directement liée à la bonne santé, à la prévention, à l'obésité, à tout ce qui peut être dans la santé globale en général. Et donc nous sommes fiers de porter cette notion d'éducation, d'insertion, d'intégration comme un facteur et un vecteur de bonne santé. Merci. Je passe maintenant la parole à Laurence Breton-Cueny, vice-présidente de la NDRH. Bonjour à tous, oui, je suis vice-présidente de l'Association nationale des DRH et vous avez voulu savoir un peu plus de mes actions en tant que DRH du groupe AFNOR. J'ai l'opportunité de travailler au sein d'un territoire attachant qui est la Seine-Saint-Denis depuis 1993. Dans ce territoire, en 2005, avec le MEDEF, on a créé des initiatives et cette initiative est devenue l'association Nos quartiers ont des talents en 2006. Donc je suis dans cette association depuis l'origine et au conseil d'administration. S'occuper de jeunes diplômés, des quartiers prioritaires, des zones de revitalisation, ça a toujours été un point important. On a accompagné plus de 60 000 jeunes aujourd'hui, permis à 70% d'entre eux
d'avoir un emploi à la hauteur de leurs compétences. Et donc voilà, au sein du groupe AFNOR, je vais prendre que la partie France, on déploie un parrainage collectif depuis des années justement pour accompagner ces jeunes. Voilà, donc c'est notre action en termes d'inclusion économique au sein de mon groupe. On va parler avec vous notamment du cadre et de la façon dont vous poussez justement ces sujets au sein de toutes les entreprises en France. Et puis Erika Cogne, alors vous êtes l'intervenante experte de cette plénière. Vous êtes la directrice générale de Télémac et vous intervenez quand vous voulez, bien sûr. Peut-être vous pouvez d'abord nous présenter vos fonctions actuelles. Oui, effectivement, donc je suis DG de Télémac, une association pionnière du mentorat dans l'égalité des chances, mais je suis également trésorière de l'ascenseur et trésorière du collectif mentorat. On reviendra peut-être sur le fait qu'il y a des lieux physiques et des lieux, on va dire plutôt de conception de programmes, avec cette idée, pour terminer sur l'introduction, de travailler en fait sur des synergies entre associations, en fait, que ce soit au niveau national et au niveau territorial. Je pense que les entreprises ont évolué, ont développé leur RSE, et merci pour tout leur soutien de toutes ces années. On a besoin de changer d'échelle, et ce sera uniquement ensemble, voilà, avec entre associations, avec le soutien des entreprises, au niveau de lieux et de parcours, qu'on arrivera à changer de paradigme. Alors Erika, je vous invite à rebondir quand vous voulez sur les prises de parole de nos intervenants. Peut-être Olivier Nataf, vous pouvez commencer en nous parlant de l'ascenseur, puisqu'à ce jour, c'est la plus grande coalition pour l'égalité des chances qui a vu le jour il y a maintenant 3 ans. Exactement, il y a 3 ans, et donc c'est déjà un groupe d'entreprises qui soutiennent l'ascenseur avec BNP Paribas, avec PwC, avec AstraZeneca, et donc c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est-à-dire que cet engagement, il faut absolument le prendre. Pourquoi nous le prenons? Parce que, vous l'avez entendu, ça fait partie et ça développe intégralement, évidemment, la performance de l'entreprise, puisque la diversité, quelque part, est innée, mais l'inclusion est quelque chose sur lequel on doit forcément toujours proactivement et consciemment travailler, afin que justement toutes ces énergies créatrices trouvent leur chemin au sein de l'entreprise ou d'une manière générale dans la société. Et pour nous, c'est aussi un engagement, comme je vous le disais au début, qui rime avec la santé, qui fait partie intégrante de la bonne santé, du bon vivre en tant que citoyen, et donc en prenant soin évidemment de sa santé quand on est éduqué, quand on a un métier, quand on est bien inséré dans la société, quand on s'est développé. En interne aussi, pour nous, chez AstraZeneca France, ça contribue énormément à l'attractivité et même, je dirais plutôt, même à l'engagement et la motivation de nos collaborateurs, puisque ce qui est fantastique quand on travaille avec l'ascenseur, en plus du fait d'avoir le choix finalement et l'opportunité de travailler avec une vingtaine d'associations, c'est le fait que ce partenariat se fasse vraiment sous forme de co-création, je dirais, de certains des programmes et du chemin que nous faisons ensemble. Et donc nos employés sont sollicités. On demande à nos employés de s'engager avec les associations, de s'engager auprès de jeunes, que ce soit dans du mentoring individuel ou dans des conférences ou des réunions dans lesquelles ils peuvent prendre la parole pour partager leur expérience, leur carrière et inspirer, nous l'espérons, les jeunes avec lesquels nous travaillons. Donc ce partenariat est extrêmement important parce qu'il est extrêmement collaboratif plutôt que d'être simplement un sponsor ou un soutien financier. C'est intéressant ce que vous disiez sur les collaborateurs. Comment est-ce que vous sentez que vos collaborateurs, en quoi c'est un moteur pour eux et peut-être une façon d'adhérer aussi à la marque? Oui, vous avez tout à fait raison. C'est une façon d'adhérer parce que c'est une implication directe. Donc c'est pas l'entreprise, le côté corporate de l'entreprise qui annonce qu'il ou qu'elle fait un partenariat avec une association, mais c'est vraiment une implication directe, individuelle, du collaborateur qui fait aussi des rencontres assez exceptionnelles. On a entendu beaucoup d'anecdotes et beaucoup de plaisir à prendre en main, à aider un certain nombre de ces jeunes. Et donc cette dimension individuelle, cette dimension et cette implication directe fait que du coup, la responsabilité sociale de l'entreprise et ce partenariat prend corps et prend une dimension tout à fait particulière pour les employés. Il y en a une 50aine qui sont impliqués en 2021, on espère encore plus en 2022. Et je pense que c'est quelque chose qui rend tout simplement fier parce qu'on est utile. Donc vous donnez l'opportunité à vos salariés finalement de prendre part à un vrai engagement. Et où qu'ils soient en France, puisque nous avons des employés, comme on a une équipe aussi sur le terrain, on a 750 employés sur tout le territoire. Et donc ça n'est pas seulement du parisianisme, c'est aussi l'opportunité de faire des choses en dehors de Paris. Manuel Lepoutre, peut-être que vous pouvez nous parler du lieu de Total Energy, Industrit, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, nous raconter ce que c'est et quel est l'esprit de ce lieu.
Oui, un exemple concret d'un engagement d'entreprise, mais pas seul, justement, en complète construction commune, en co-construction avec différents secteurs. Alors, le campus de l'industrie de Total Énergie, c'est un lieu qu'on a fait construire à Stein, au nord, donc du périphérique, dont la finalité est de former des jeunes, 18-25 ans, à des métiers qui sont en tension dans le secteur industriel. Tout secteur industriel confondu, ce sont des métiers du futur. J'en donnerai quelques exemples. Et ces jeunes qui viennent dans ce campus viennent uniquement sélectionnés sur leur motivation justement à s'insérer dans la vie professionnelle, mais pas sélectionnés sur d'autres critères, quels qu'ils soient, même géographiques, je dirais. Notre engagement, c'est de les accompagner dans leur formation, faite avec des méthodes pédagogiques innovantes, adaptées, différentes de celles qu'ils peuvent trouver ailleurs. On ne se met pas en compétition, par exemple, du système de l'éducation nationale, mais pour réellement, avec une promesse de réellement trouver un travail valorisant, passionnant, qu'ils ont choisi. Donc oui, c'est un exemple de co-construction, parce que bien évidemment, Total Énergie, ce n'est pas dans nos compétences de construire un centre de formation de ce type du tout. Donc on est allé travailler avec le territoire. Finalement, c'est à cheval d'ailleurs entre Stein et Pierrefitte. Donc il y a un lien territorial avec le public, puisqu'il a fallu travailler avec Pôle emploi, avec les missions locales, avec l'éducation nationale, justement pour s'assurer qu'on ne refaisait pas un éléphant au milieu de n'importe où, je dirais. Bien sûr, une co-construction très importante avec les associations qui, elles, avec lesquelles on travaillait sur des modèles alternatifs d'accompagnement de jeunes pour qui le système éducatif français n'était pas forcément adapté. Alors qu'il est adapté pour beaucoup de gens, mais pas forcément pour des personnes qui ont eu des tas d'échecs, qui n'ont pas envie de rentrer dans des systèmes finalement très théoriques. On a aussi une synergie avec les entreprises, puisque l'engagement est de leur trouver un travail, donc de travailler sur des métiers en tension et de les former correctement. Donc ceci se fait en construction avec les entreprises. C'est aussi une co-construction avec des jeunes, même le modèle pédagogique basé sur le faire pour apprendre, même la façon de sélectionner entre guillemets les jeunes sur la motivation a été construite avec eux, avec des groupes de réflexion de jeunes dans les quartiers ou autres. Donc c'est vraiment un lieu d'échange qui s'enrichit progressivement de tout ce type de diversité et qui, de notre point de vue, est un élément important parmi d'autres d'insertion, d'ouverture possible, d'une ouverture supplémentaire possible à des jeunes qui se sentiraient exclus d'un système, alors que dans le monde industriel que ce coup-ci Total Énergie connaît bien, il y a des métiers en tension, notamment des métiers nouveaux, comme, je vais vous donner un exemple pour que ça soit concret, construire des jumeaux numériques d'une installation industrielle pour mieux la suivre, mieux comprendre ou mieux transmettre, comme suivre de manière automatique, moderne, je dirais, pour en assurer la maintenance des systèmes industriels de conduite dans des usines ou dans des centres de production. Voilà deux exemples qui sont après tout extrêmement modernes. Et je peux vous dire que, et d'ailleurs vous êtes invités à les visiter, que quand on voit ces jeunes qui ne trouvaient pas leur voie quelques mois avant se former concrètement sur ces métiers, sur aussi des commandes en lien avec des PME, des ETI, rien que leur sourire en vaut la peine. Mais bien sûr, il y aura bien plus qu'un sourire, puisqu'il y aura une véritable insertion dans la vie professionnelle qui va suivre. Merci. Laurence Breton-Cueny, peut-être que vous pouvez, si vous voulez réagir à ces deux premiers exemples, donc on voit deux modèles très différents, pour Industrie, un lieu de formation, et pour l'ascenseur, une coalition d'entreprises et d'associations qui s'allient avec les entreprises. Peut-être vous voulez d'abord en dire un mot, et puis nous dire en quoi vous œuvrez de manière très large et peut-être moins visible dans les entreprises, justement, à l'insertion économique. Oui, tout à fait. Les deux initiatives sont belles, et Stein étant sur notre territoire du 93,
petit coup de cœur, parce que c'est vraiment un territoire où il y a une énergie et beaucoup de besoins. Et on oublie de montrer finalement tout ce que font les entreprises sur ce territoire. Oui, effectivement, quand on en a parlé, moi je voulais vous parler déjà de la NDRH, parce que c'est important, en fait, les ressources humaines au sein d'une organisation. Alors, peut-être deux choses. Déjà, il faut savoir que nous, dans notre ADN, c'est à la fois faire grandir nos membres. On est 5000 membres et ça représente au niveau du tissu économique français 11 millions de salariés. Donc, ce n'est pas anodin. Je rappelle qu'en France, il y a 19 millions de salariés, pour donner un petit peu une vision. Et c'est vrai qu'on travaille au sein d'une commission diversité-égalité sur ces sujets. Je rappelle que la NDRH est partie prenante du label diversité depuis l'origine et nous faisons partie, nous avons effectivement un poste au sein de la commission de labellisation. Donc ça, nous sensibiliserons l'ensemble de nos membres à travers des kits pratiques et puis aussi des webinaires. Le dernier qu'on a fait, et là je vais parler un petit peu de l'expérience internationale, c'est sur une norme, alors vous allez dire c'est parce que je suis AFNOR, bon c'est vrai c'est un peu simple, mais pas que. Parce qu'en fait, la NDRH, au même titre que CIPD pour la Grande-Bretagne, nous présidons cette commission de normalisation depuis 2011 en management des ressources humaines. Et la problématique d'aujourd'hui n'est pas purement française, elle est au niveau international. Nous sommes 59 pays aujourd'hui engagés et nous avons finalement travaillé ensemble à la publication d'une norme qui s'appelle diversité et inclusion. Alors c'est un guide pratique, n'ayez crainte, voilà. Mais ce qui est important pour l'ensemble des membres autour de la table, parce que nous avons des problématiques fort différentes selon les pays, c'est de poser un cadre. Et dans ce cadre, on met en avant la gouvernance, bien entendu le rôle des ressources humaines, du leadership, poser un cadre. Quand on pose un cadre aussi, on a des indicateurs de mesure. Surtout créer une culture inclusive, comme je l'ai entendu dans différentes interventions. C'est une nécessité de poser ce cadre. Parler du parcours du salarié tout en sachant qu'il ne faut pas que parler des salariés. Nous avons aussi une problématique de ce qu'on appelle le workforce. C'est l'ensemble des personnes qui travaillent pour une organisation. Il faut savoir que c'est le concept de demain. Dès l'instant que nous, on utilise ou qu'on rembourse des salariés d'une plateforme comme Uber, eh bien, nous avons une responsabilité aussi. Ça veut dire que dans cette norme, on parle également de nos produits et services, on parle de l'ensemble des parties prenantes. Voilà. Et donc, c'est important parce qu'on est dans ce qu'on appelle le processus d'amélioration continue. On dit ce que l'on fait et après, au fur et à mesure, on regarde l'implémentation, mesure et on réajuste. Donc, voilà un petit peu pour vous dire que c'est une problématique et que nous avions besoin toutes les ressources humaines de l'ensemble des pays, d'avoir au moins en fait une vision et des politiques communes, parce qu'on sait bien qu'on doit aider en fait nos gouvernances à s'améliorer sur ces thèmes. Erika Cogne, vous voulez rebondir sur ce qui vient d'être dit ? Oui, effectivement, on voit que l'ascenseur est un lieu physique, c'est un aussi. Ça me fait penser à une initiative qu'on a pilotée avec PwC et également avec Sanofi, où les collaborateurs venaient et visitaient tous les étages avec les 21 associations. Et en fait, à la rencontre des associations, déterminaient l'association dans laquelle ils souhaitaient s'engager. Donc, c'était pour Mosaïque RH, pour Voir mon taf, Article 1, Télémac. Et ce que je vous invite à faire en tant que DRH, parce que je pense qu'il y a pas mal de DRH dans la salle ou de directeurs RSE, c'est vraiment effectivement de penser, comme le disait Olivier, à ce qui va faire appel au sein de vos collaborateurs. J'étais précédemment DG de la Fondation Accenture, on avait fait une offre à la carte pour que les collaborateurs décident vraiment leur levier d'engagement. Et peut-être une zone d'ouverture qu'on abordera plus tard, c'est qu'il y a des lieux physiques créés par des entreprises comme Industrie qui est super, moi je l'ai visité, des lieux physiques créés par des associations. Je pense également qu'on pourrait imaginer, il y en a de plus en plus, mais il y aurait encore à aller plus loin là-dessus, sur des lieux digitaux où effectivement, on l'a pu le faire, Mosaïque RH, Télémac, d'autres, faire intervenir des experts pour parler de leur métier et décloisonner la connaissance des métiers et des filières d'orientation pour les jeunes par le biais du digital.
Merci. Pascal Dartois, vous allez nous parler, vous, des 200, c'est ça si je ne me trompe pas, vous m'arrêtez si je me trompe, 200 lieux en France sur un modèle... 140. 140, j'ai vu grand. C'est déjà beaucoup. 140 lieux en France sur un modèle un peu différent. Alors, 140 centres qui sont devenus, en fait, on les a appelés le village des solutions. L'idée, c'est que sur les 140 sites, nous accompagnons 200 000 personnes par an. 140 000 en formation professionnelle et un peu plus de 60 000 en accompagnement. Et là, c'est assez récent, c'est quelque chose qui a été mis en place avec le plan d'investissement dans les compétences. Et quand on a commencé à accompagner les personnes, on s'est dit on est trop auto-centré sur le parcours professionnel. J'entendais tout à l'heure dire on ne s'est pas suffisamment intéressé au parcours de vie. Et l'idée, c'était d'accueillir en résidence tous les acteurs qui font système pour accompagner l'accès au logement, l'accès à la mobilité, l'accès à la garde d'enfants, l'accès à la parentalité qui pose un certain nombre de soucis. Et donc ces villages, il n'y en a pas un qui se ressemble parce qu'ils correspondent tous aux besoins des territoires. J'allais vous dire à quoi ça ressemble alors. Voilà. Alors 2 exemples ou 3 très concrets. Au Puy-en-Velay en Haute-Loire, c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup d'emplois en CDI. Et donc on a créé une manufacture collaborative d'artisans en allant chercher un partenaire qui est un partenaire qu'on appelle le partenaire du fer, qui est un partenaire qui s'appelle Make Ici et qui avait monté des tiers-lieux un peu partout et qui a monté avec nous cette manufacture collaborative d'artisans qui permet de mettre à disposition des entreprises qui se créent tous nos plateaux techniques qui sont mutualisés. Et donc là, on est très content puisqu'on a atteint presque une 50aine de résidents qui sont au Puy-en-Velay, en Haute-Loire, qui ont créé leur entreprise. Ailleurs, à Lyon par exemple, à Lyon, on est près d'un quartier prioritaire de la ville. On a créé le village de l'industrie où là, on accueille 40 résidents et on parle tous d'industrie 4.0 et on discute et on accompagne évidemment toutes ces personnes qui cherchent un emploi ou qui cherchent. Je crois qu'on n'en a peut-être pas suffisamment parlé aujourd'hui. On a beaucoup parlé de la rencontre, on est une plateforme physique de rencontre, mais après la crise du Covid, nous, on accompagne principalement les personnes éloignées de l'emploi, et qu'on soit éloigné de l'emploi ou qu'on soit déjà sur un parcours, la crise du Covid a amené la quête de sens pour tous. Et quand on est sur des formations peut-être adéquationnistes pour aller vers un emploi où il y a une pénurie, c'est peut-être pas effectivement le sujet de la personne qui cherche sa voie et qui cherche du sens. Donc on est dans ces périodes-là, on propose aux entreprises de venir rencontrer les personnes, de venir présenter leur entreprise et de pouvoir les emmener vers un projet qui est pas qu'un projet de métier, qui est aussi un projet de confiance près de chez moi, en proximité d'une entreprise qui va me proposer peut-être un parcours professionnel, quitte à prendre un métier qui n'est pas forcément le mien aujourd'hui, mais de me proposer un parcours professionnel. On y travaille dans des ingénieries d'attractivité avec certaines entreprises et ça permet effectivement de donner de la perspective dans la durée quand on accepte un emploi près de chez soi. Alors, sur le côté peut-être plus humain maintenant, alors là on a parlé un peu des cadres et des idées, des lieux. Est-ce que vous avez des exemples en tête de rencontres, de comment est-ce que, quand on a posé ce cadre, comment est-ce que les collaborateurs entre le « oui, j'aimerais m'engager, oui, c'est une super idée » passent à l'action? Est-ce que justement ces lieux ou ces coalitions pour vous renforcent le passage à l'action, l'engagement des collaborateurs? Peut-être, je me disais qu'Olivier Nataf avait peut-être un exemple en tête. Tout à l'heure, vous en parliez. Oui, non, c'est ce dont nous parlions juste avant, effectivement. Donc, quand je vous disais 50 collaborateurs qui ont contribué, et la principale contribution, si je ne m'abuse, ça a été aussi pendant cette période, non seulement de Covid, dans laquelle nous sommes toujours, mais je dirais plutôt de confinement, où donc l'engagement et les interactions digitales, que ce soit même pas forcément digitales, même par téléphone, auprès de certains jeunes étaient possibles et étaient même nécessaires, puisqu'il y a eu beaucoup de jeunes qui se sont retrouvés justement à devoir continuer leur programme d'études, quel que soit le programme dans lequel ils étaient, d'une manière un petit peu difficile, puisque plus isolés. Et donc pas forcément avec la structure, ou pas forcément avec les parents, ou pas forcément avec l'environnement qui pouvait leur permettre d'être accompagnés. Et donc la majorité de nos employés qui s'est engagée à cette période-là l'a fait dans le sens de soutenir les travaux de chacun des étudiants. Moi, personnellement, j'avais discuté et travaillé pendant 2 mois avec une étudiante qui, elle, se posait la question de son orientation,
qui disait finalement je ne sais pas ce que je veux faire dans la vie, j'arrive pas vraiment à savoir ce que je veux faire après mes études, je n'arrive pas finalement à savoir ce que je veux faire comme métier. Et donc ça a été une discussion plutôt intéressante d'introspection pour savoir ce qui la faisait en quelque sorte se lever ce matin et ce qui lui donnait de la joie et de la bonne humeur par rapport à sa spécialité un peu plus technique dans laquelle elle étudiait. Mais ce genre de questions-là, finalement, on a des jeunes qui sont un petit peu laissés à eux-mêmes et donc qui ont besoin du soutien tout simplement de ceux qui ont une expérience sans même forcément avoir de qualification spécifique par rapport à l'éducation. Là, vous parlez de mentorat. Peut-être que Erika, ça vous fait réagir. Vous avez peut-être déjà vu à quel moment, quel est le mécanisme, à quel moment est-ce que les collaborateurs ou les entreprises passent de se dire c'est une bonne idée à j'y vais, je m'engage. Et ce qui est génial dans notre métier, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'histoires différentes. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, que ce soit à travers des stands d'entreprise, des rencontres à l'ascenseur ou bien des calls où on interpelle les collaborateurs, où on leur présente ce qui marche le mieux. De notre expérience, ça fait plus de 15 ans qu'on travaille sur le sujet, c'est finalement soit le témoignage, avec des collaborateurs qui ont vécu des transformations personnelles du jeune et d'eux-mêmes, parce que le mentorat, c'est gagnant-gagnant, soit effectivement le pair-to-pair. Je parle à pas mal de DRH dans la salle, mais quand on fait intervenir des alumni de Télémac qui racontent leur parcours, je pense que c'est pareil chez Viens voir mon taf, finalement, ce qui va marcher, c'est le poids des mots. Juste, moi, je m'interrogeais aussi, parce que la semaine dernière, j'étais à l'ENA, et sur ces sujets-là notamment, et je nous inviterais tous à réfléchir à quel est le taux d'inoccupation de nombreux bâtiments privés ou publics, et qu'est-ce qu'on pourrait faire justement ensemble pour imaginer plus de synergie avec des acteurs associatifs, publics, des acteurs plus systémiques comme la NDRH. L'AFPAM, voilà, bravo pour ce que vous faites, c'est très inspirant. Et je nous invite, voilà, parce que je sais que du point de vue public, ils sont en train de regarder ça, mais je pense d'expérience que aussi du point de vue des entreprises, même si tout le monde a à peu près optimisé ses locaux, je pense quand même qu'on pourrait réfléchir à une autre façon d'utiliser nos locaux de façon plus collaborative. Laurence Breton-Cueni, sur ce même thème, est-ce que vous avez identifié, vous, un mécanisme? Alors, vous faites des guides, vous posez des cadres. Est-ce que vous avez justement vu comment le mécanisme se met à l'œuvre? Oui, justement, il y a eu cette question, on l'a tous en même temps. Et en fait, on a réfléchi au sein de notre commission de normalisation. Et nous avons parmi nos membres Tanguy de Belair, qui est DRH Inclusion et Diversité de Vinci, qui nous a proposé un beau sujet sur emploi et inclusion. Donc nous avons donné l'aval. Le document va effectivement commencer à partir de 2022. Donc ceux qui veulent nous rejoindre, mais il y a déjà un certain nombre de DRH diversité qui vont venir. Donc c'est un guide, c'est ça? Ce sera un guide français pour l'instant. En fait, ça part du constat et on l'a vu, il y a énormément finalement d'initiatives et on ne les connaît pas toutes. Et des moments comme aujourd'hui nous permettent en fait de les découvrir. Donc c'est à la fois de bien voir et surtout d'avoir cette vision holistique. J'entendais, parce que c'est vrai que la question de l'inclusion, c'est aussi la question à la fois du logement, de la santé, etc. Pour que nous, DRH et fonctions RH, ayons vraiment une stratégie. Donc voilà, ce sera référencer les initiatives, voir comment on peut faire, avoir des bonnes pratiques, et tout ça dans un document pour le consensus. On veut tous être des acteurs. Donc c'est vrai, à la fois on est dans la stratégie RH et aussi dans notre responsabilité sociétale. Je rappelle que pour nous, à la NDRH, on a 2 sujets phares pour cette fin 2021. Le premier, bien sûr, c'est la santé, qualité de vie au travail, le Covid n'étant pas fini. Et notre second sujet phare, c'est la RSE. Donc tous ces sujets liés à l'emploi et l'inclusion, en fait, nous touchent et c'est la raison pour laquelle on va être des acteurs. Et pour être des acteurs, il faut être bien équipé. Donc voilà, on va travailler ensemble pour avoir des bonnes pratiques, pour vraiment, à partir de 2022, encore accélérer le mouvement. Alors ces guides, est-ce qu'il y a des conditions pour qu'ils soient lus, entendus, entre guillemets? Comment est-ce qu'on les diffuse pour que, peut-être vous avez une réponse ensuite, Manuel Lepoutre, du côté entreprise peut-être? Non, ouais, on a beaucoup parlé des lieux. Je crois que les lieux pour les rencontres, c'est essentiel. On a parlé des normes. Entre deux, je crois qu'il y a aussi les pratiques et comment partager les bonnes pratiques. Parce qu'en fait, on est, rien que dans cette salle, de secteurs différents, avec tous un même objectif, en tout cas dans la réflexion qu'on a aujourd'hui. Et il me semble qu'agir ensemble
Oui, ça s'improvise, mais ça s'apprend aussi, ça s'entraide. Partager, créer des alliances, c'est pas forcément intuitif. Donc, au travers de la fondation d'Entreprise Total Énergie, ça fait vraiment partie de notre façon de faire, c'est mettre en contact déjà des associations qui peuvent avoir des complémentarités. Un exemple, les Maisons Don Bosco et les apprentis d'Auteuil sur un projet de la cause des majeurs issus de l'aide sociale à l'enfance. On peut les mettre en compétition, on peut leur dire de travailler ensemble et c'est ce que l'on essaie de faire. Créer aussi des ponts entre les différents secteurs. On a par exemple une association qui travaille sur la sécurité routière. On les a mis en contact avec des associations d'artistes pour créer un concours, pour qu'ils soient mieux connus, mieux vus. C'est quand même une cause extrêmement importante en France, surtout en international, mais aussi en France. Mettre en contact les acteurs. Et pour ça, donner la possibilité d'avoir des lieux, ça c'est super important. Nous, on l'a fait sur l'Industrie. 24 septembre dernier, on a invité tous nos partenaires. Il y avait 75 associations qui étaient ensemble et on leur a pas juste dit parler ensemble. On a organisé des ateliers sur le Agir ensemble où il y avait des experts qui sont venus les aider à croiser leurs expériences. Ensuite, je crois qu'il faut aussi, certes, passer à la normalisation, mais déjà passer à ce que nous appelons l'ingénierie. C'est pour ça qu'on a décidé de soutenir une association qui s'appelle Le Rameau, qui, elle, observe, analyse toutes les expériences de ce type partout en France, sur les territoires, et essaie d'en sortir des règles, des façons de faire, et même faire du plaidoyer pour que les normes et les lois s'adaptent à quelquefois une impossibilité qu'on rencontre à travailler ensemble à cause de textes juridiques qui datent ou de choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de les soutenir aussi, puisque nous sommes absolument convaincus que ce collectif, qui est le thème finalement de cette table ronde, si je ne me trompe, est essentiel pour avancer. Donc des lieux, de la réflexion, même de la théorisation et puis des normes. Oui, tout ça est extrêmement important et chacun doit y travailler. Donc ces lieux, effectivement, c'est la condition pour vous essentielle. C'est un lieu de formation, d'éducation à ces sujets. Pascal Dartois, vous voulez réagir là-dessus ? Oui, parce que je trouve que c'est très intéressant ce qui vient d'être dit. Je crois que les partenariats, ça s'improvise, mais pas très longtemps. En fait, c'est très exigeant, les partenariats. Et par exemple, quand je vous disais qu'on avait mis en place les villages des solutions, on a tout de suite pensé au conseil des villages, parce qu'il fallait que le conseil régional soit présent, parce qu'il fallait que la mairie soit présente, parce qu'il fallait que les résidents soient présents. Et donc à chaque fois qu'il y a un nouveau résident qui veut s'installer, on s'interroge pour savoir si effectivement c'est bien dans le périmètre de l'action qu'on veut proposer. Et ça c'est hyper important et ça demande beaucoup d'exigences aussi. Moi j'ai un codir qui me demande à chaque fois, ils ont plein d'idées, et à chaque fois, je leur dis, est-ce que vous avez réfléchi sur ce territoire s'il y avait déjà un acteur ? Parce que s'il y a déjà un acteur et qu'il fonctionne, c'est pas la peine de créer autre chose, il faut aller le chercher. Soit il vient chez nous, soit on va chez lui. C'est plus le sujet, en fait. C'est de la coopération, c'est aussi de savoir réinventer son périmètre en fonction de ce qui existe déjà. Nous, par exemple, on est un très gros organisme de formation, mais on a besoin de petits organismes de formation qui font ce qu'on ne sait pas faire, etc., etc. Et donc, je crois que c'est une vraie réflexion stratégique d'avoir des coopérations sur les territoires pour bien répondre et ne pas faire un cumul d'acteurs qui après ne se voient même plus parce qu'ils font des choses concurrentes. Erika ? Je suis super contente d'entendre parler de la part d'acteurs privés qu'il faut de l'ingénierie pour faire bosser les associations ensemble. Et puis, parce qu'effectivement, le Rameau est un des pionniers sur ces sujets en France. Aux États-Unis, ça fait bien longtemps, et même Stanford avait produit une note Collective Impact très intéressante là-dessus, qu'ils ont réussi à travailler sur l'ingénierie des associations. Et nous, à l'Ascenseur, on s'en est rendu compte. Au départ, c'était un peu que les DG qui travaillaient à faire que les associations puissent créer des vrais parcours ensemble. Ensuite, on a recruté Isabelle, qui est dans l'équipe, là, qui est la directrice de l'Ascenseur, notre chef de projet. Là, on est en train, d'ailleurs, je fais un appel, de recruter un DG de l'Ascenseur. Et pour pouvoir essaimer, parce qu'on a envie de développer ce premier lieu de l'égalité des chances dans une dizaine de villes en France,
On va recruter 2 personnes. On vient d'avoir des financements, notamment du ministère de la Ville, pour travailler là-dessus. Et c'est nécessaire, parce qu'à un moment donné, effectivement, les bonnes volontés, c'est bien. Le temps en plus, c'est bien. Mais on a besoin de ressources pour pouvoir travailler sur l'ingénierie. L'offre a été publiée, vous pouvez la retrouver sur les réseaux, sur nos réseaux notamment de l'ascenseur. Laurence Breton-Koenig, je vous vois aussi réagir à ce qui vient de se dire et peut-être ce sera le mot de la fin. Non, mais moi, je suis très heureuse d'être ici et puis d'avoir pu partager, parce que ces temps d'échange, moi, j'ai envie de continuer cette discussion. Et puis, je trouve qu'on a une telle énergie positive qu'on ne peut que réussir. Et je trouve que souvent, on a tendance à ne pas passer ces messages. Et on a intérêt à travailler ensemble parce qu'on travaille sur une belle cause et on a tous une utilité sociale. Donc, en tout cas, merci d'avoir créé cette journée. Moi, je suis très heureuse d'être avec vous et puis de continuer nos échanges après. C'est super tout ce que vous faites. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci. Et bravo à tous et toutes pour votre intervention, pour vos interventions. Alors, n'oubliez pas de signer le petit pacte de l'inclusion économique en partant. C'est une manière aussi de symboliser vos engagements et ça fait toujours plaisir. Merci à tous. Et puis, on a appris plein de choses sur ces nouveaux lieux de synergie et ce qu'il était possible de faire tous ensemble. Alors, le temps d'accueillir nos prochains invités pour une keynote commune. Générique et on s'en parle après. C'est quand même dommage d'embaucher toujours les mêmes profils quand on sait que l'inclusion est source de performance. Sur diversifiervostalents.com, accédez gratuitement à des milliers de talents de la diversité et trouvez les meilleurs profils grâce à notre algorithme de matching. Et l'égalité des chances, elle s'incarne de différentes manières. Illustration avec nos 2 prochains invités. Je vous demande d'accueillir Charles Lantieri, directeur général délégué de la Française des Jeux et président de la Fondation FDJ. Oui, oui, vous pouvez applaudir. N'ayez pas peur. Il est accompagné de Maud Reynaud, directrice de Comme les autres. C'est une superbe association que j'ai eu la chance de découvrir pendant un reportage. Une association qui vient en aide aux accidentés de la vie et vous allez nous en parler bien sûr. N'hésitez pas à vous emparer de micros. Il y en a un pour chacun d'entre vous. Charles, Maud, racontez-nous comment justement se concrétise pour vous l'égalité des chances. La scène est à vous jusqu'à 15h30. Merci beaucoup. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, à FDJ, on est convaincu qu'il y a 2 batailles à mener pour réussir la société que nous voulons construire. C'est d'une part la réussite scolaire et puis d'autre part, évidemment, l'inclusion économique. Alors évidemment, FDJ, en tant qu'employeur, nous participons à cette inclusion économique, mais on se demande toujours quelle efficacité, comment on peut mesurer ça. Donc on a évidemment recherché les labels, le label diversité, le label égalité professionnelle que nous avons renouvelé tous les 2 cette année. Nous avons recherché à obtenir le meilleur indicateur dit PENICO de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et nous avons obtenu 100%. Mais au-delà de ça, nous sommes un petit employeur en fait. FDJ, c'est 2500 personnes. En gros, le groupe FDJ, 2500 personnes en France. Et donc, notre question, c'est mais comment on fait pour avoir plus d'impact, pour pouvoir amplifier notre action? Et donc, nous avons d'abord choisi d'adhérer, comme beaucoup d'entreprises, je pense la plupart qui sont ici, à la plateforme Un jeune, une solution. Et surtout, avec nos moyens, nous avons fait une campagne de promotion dans 23 000 points de vente pour que le grand public, et notamment les jeunes, puissent connaître cette plateforme et y adhérer. Et au-delà de ça, nous nous sommes dit aussi, pour avoir cet effet d'échelle, il faut... on va associer la fondation d'entreprise FDJ à cette action pour pouvoir amplifier l'action de la Française des Jeux dans ce domaine. Et donc, là, c'est là qu'on est allé chercher la synergie. La fondation FDJ, c'est une ancienne fondation en fait. C'est une fondation qui a 30 ans, qui a toujours été dans le domaine de la solidarité et qui, depuis 5 ans, a centré son action justement sur les problématiques d'égalité des chances, c'est-à-dire la lutte contre l'exclusion scolaire, j'en parlais il y a un instant, et la lutte contre l'exclusion économique, notamment dans le domaine du travail. Donc, on a
travailler avec la Fondation pour faire en sorte que le budget qu'on y consacre soit orienté vers ces actions. Le budget de la Fondation, c'est 20 millions d'euros, mais avec une question qui a été finalement une double exigence, qui a été l'impact d'abord. Nous recherchons l'impact et donc nous avons voulu que la fondation d'entreprise s'intéresse à des projets qui sont des projets qui peuvent avoir de l'impact, donc des projets qui ont une certaine dimension. Et c'est pour ça que nous avons choisi, à travers les appels à projets que nous faisons, d'avoir des projets dont le ticket permette d'avoir de véritables actions sur l'ensemble des territoires. C'est des tickets qui sont compris entre 300 000 euros et 1 million d'euros pour un projet donné. Et puis aussi associer les collaborateurs pour faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs soient associés aux actions de la Fondation, pour avoir finalement cette synergie aussi avec ce que nous faisons dans l'entreprise entre les collaborateurs. Il y a beaucoup de possibilités qui leur sont données pour contribuer, qui peuvent aller depuis l'arrondi solidaire sur salaire jusqu'à évidemment le mécénat de compétences, et notamment, on en parlait il y a un instant, le mécénat de compétences dans le domaine du mentorat. Nous avons cherché à mesurer aussi l'efficacité de ce que faisait la Fondation. Donc, j'ai dit, on a des gros tickets d'entrée pour ces projets. Donc, nous cherchons, nous demandons à ce que l'impact soit mesuré, soit effectif. Nous aidons, le cas échéant, ces associations à travailler sur leur impact. Nous-mêmes, en tant que Fondation, nous avons voulu mesurer l'impact que nous avons, parce que tout ça, c'est au service d'une efficacité pour la société, finalement. Donc, nous l'avons fait avec EY récemment. Nous avons constaté que nous obtenions effectivement un impact qui est de l'ordre de 3,40 € d'efficacité pour 1 euro dépensé, ce qui était bon, je ne sais pas si c'est un bon ratio ou pas, parce qu'on n'a pas souvent ce genre de calcul, et surtout 200 000 bénéficiaires directs et 300 000 personnes qui ont eu un impact positif des actions de la Fondation depuis 4 ans. Donc c'est quelque chose sur lequel nous voulons continuer. Alors j'en arrive maintenant à la question du handicap et à la présence de Maude. C'est pour donner un exemple de ce que nous avons fait dans le domaine du handicap. Dans le domaine du handicap, en tant qu'employeur, nous devons de travailler d'abord sur cette question du handicap. Donc nous employons des personnes en situation de handicap. Notre taux d'emploi direct des personnes en situation de handicap aujourd'hui est de 5,5%. Nous allons vers les 6% et je pense que nous les attendrons bientôt. Et puis, nous avons aussi, nous participons avec nos collaborateurs au Duo Day. Il a eu lieu récemment, alors, à la fois dans l'entreprise, mais aussi pour, là aussi, essayer d'avoir un impact qui va au-delà j'allais dire, de la faible taille que nous avons. Nous avons décidé de mettre finalement l'exposition la plus emblématique de la Française des Jeux auprès des Français, qui est le tirage du loto, la veille du Duo Day depuis 4 ans. Nous le faisons en duo, là aussi. Donc le présentateur ou la présentatrice du tirage du loto est une personne en situation de handicap. Et cette année, nous avions une personne qui est un ancien commando parachutiste, qui a eu un grave accident de parachute et qui donc aujourd'hui est paraplégique et qui donc a présenté le tirage du loto avec Karine Ferry il y a quelques jours. Et puis la Fondation, bien sûr, toujours cette idée d'avoir cet effet de levier, la Fondation qui consacre 20 à 25% de son budget au profit des actions en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap, passe des appels à projets. Et parmi ces appels à projets, il y a un lauréat avec lequel nous travaillons depuis longtemps, qui a un projet extraordinaire qui s'appelle donc l'association Comme les Autres. Et je laisse Maud en parler. Merci beaucoup Charles et bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là. Je vais essayer d'être hyper synthétique. C'est l'objet d'une keynote. C'est pas facile parce que ce projet que je dirige, je pourrais en parler des heures, mais je vous invite en effet, après cette petite mise en bouche, à aller voir le reportage qui est sorti il y a un peu plus d'1 an maintenant et qui nous a été offert, qui a été tourné par notre parrain Frédéric Lopez et qui s'appelle Comme les Autres, comme le nom de l'association. Donc n'hésitez pas à aller le regarder. L'association Comme les Autres a été créée il y a 10 ans par Jonathan, Caroline et Michael Jérémiaz. Et en réalité, ce projet remonte à bien plus loin. Il est né d'une histoire personnelle puisque Michael est devenu paraplégique à la suite d'un accident de ski alors qu'il avait 18 ans.
Donc tout démarre à ce moment-là, cet accident, ce drame familial, et puis finalement un parcours de reconstruction qu'on pourrait qualifier d'extraordinaire pour Mickaël, puisqu'il s'est reconstruit notamment à travers le sport, plus particulièrement le tennis en fauteuil. Quelques semaines, quelques mois après sa sortie de centre de rééducation qu'il a faite à Coubert en Île-de-France, il est devenu premier champion de France de tennis en fauteuil, puis premier mondial. Il a été multimédaillé aux Jeux paralympiques. Et il a terminé sa carrière sportive à Rio en 2016 en tant que porte-drapeau de la délégation française, sa plus grande fierté sportive. Voilà. Et puis plus généralement, Mickaël est un homme heureux, c'est lui qui le dit. Voilà, donc c'est un parcours assez dingue. C'est une belle histoire que je vous raconte là. Malheureusement, c'est pas du tout la norme pour les blessés à la moelle épinière aujourd'hui en France, qui majoritairement à la sortie de centre de rééducation se retrouvent complètement perdus et tombent dans des situations d'isolement. Donc c'est à ce moment précis qu'on intervient avec l'association Comme les autres pour faire connaissance avec ces personnes-là et leur proposer un accompagnement social global, dynamisé par le sport et les sensations fortes, mais dynamisé aussi par tout simplement l'expérience du collectif en mixité handi-valide et par le pair accompagnement. Donc depuis la création de l'association il y a 10 ans, on a accompagné plus de 700 personnes handicapées et on est aujourd'hui présent dans 6 régions françaises pour notre plus grande fierté. Je suis aussi là pour parler, bien entendu, de notre partenariat avec la Fondation Française des Jeux. Charles m'a fait l'honneur de nous convier avec lui à cette keynote. C'est un partenariat que je qualifierais d'extrêmement solide, puisque la Fondation Française des Jeux nous accompagne depuis 2013 dans nos projets, et donc finalement nous a accompagnés dès nos premières expérimentations jusqu'à notre passage à l'échelle aujourd'hui. La Fondation a financé des séjours aventures sportifs, auxquels ont pris part d'ailleurs des collaborateurs de la Française des Jeux. Le projet d'accompagnement social global, parce que ça demande du temps de professionnaliser tout ça. Ils nous ont accompagnés, ils ont financé la première mesure de notre impact social, ce qui est fondamental pour un projet pour se solidifier. Et puis les premiers pas de notre SMH territorial en 2017 et 2018. En 2019, ils ont soutenu un projet d'insertion professionnelle dans les métiers du numérique qu'on a développé dans les Hauts-de-France. Voilà, donc c'est un partenariat assez dingue. Aujourd'hui, ils nous soutiennent dans notre passage à l'échelle à travers un projet de remobilisation socio-professionnelle globale à l'échelle nationale qui devrait nous permettre de toucher un tiers de notre public cible, c'est-à-dire 200 personnes par an. Pour vous parler de ce projet-là, tout particulier, j'ai envie de vous parler de Mathieu. Mathieu, c'est un jeune paraplégique d'une trentaine d'années qu'on a rencontré il y a un peu plus d'1 an, qui a commencé un accompagnement avec l'association Comme les autres en septembre 2020. Mathieu, au démarrage, il a mis un petit peu à l'écart la proposition d'accompagnement individuel qu'on lui proposait. Il n'était pas prêt, il n'avait pas envie. Par contre, il a accepté de participer à des activités collectives de l'association. Et là, finalement, il a fait connaissance avec des pairs. Il a fait connaissance avec les bénévoles de l'association, avec les salariés, et il a pris confiance en nous. Quelques semaines plus tard, notre travailleuse sociale a donc pu poser un diagnostic de la situation de Mathieu avec lui et commencer à co-construire un parcours. Du côté de l'emploi, Mathieu, il était en phase de retrouver le métier qu'il avait avant. Il était co-gérant d'un bureau de tabac, petit clin d'œil. Et donc, il était en train de réfléchir avec la GFIP notamment aux adaptations à faire pour qu'il puisse retrouver son poste, mais il manquait de motivation, il n'y mettait pas beaucoup du sien, ce qui interrogeait notre travailleuse sociale nécessairement. Et finalement, Mathieu a verbalisé le fait qu'il avait peur de retrouver ses anciens clients qui, pour lui, ne voyaient plus en lui que son handicap. Donc, il ne se sentait plus Mathieu auprès d'eux. Donc, finalement, d'un point de vue identitaire, extrêmement compliqué. Mathieu a continué son parcours avec l'association Comme les autres. Il a notamment participé à un atelier qui tournait autour de l'image de soi. Et là, il a commencé à faire tomber les premières barrières. Il a pris confiance en les autres, il a pris confiance en lui. Au niveau de l'emploi, il a été intégré dans un parcours emploi chez Comme les autres qui dure entre 6 et 9 mois. Il a pu faire pas mal d'expériences et au cours d'un atelier, il a eu le déclic et il s'est dit non, en fait, je ne veux pas reprendre mon ancien poste, je veux me réorienter. Donc depuis, on travaille là-dessus avec Mathieu. Il a fait un bilan de compétences, on a travaillé sur son CV et il a surtout pris confiance en lui et s'est autorisé à expérimenter pour affiner son projet. Et au moment où je vous parle, il est en train de préparer un entretien d'embauche avec un partenaire de l'association Comme les autres pour obtenir un poste en CDI dans un poste de vente de logiciels. On espère qu'il va le décrocher, mais on est très très positif. On pense que ça va le faire.
Et puis par ailleurs, il continue son parcours chez Comme les autres autour du sport santé et de la mobilité pour affiner sa reconstruction identitaire qui passe par lui, pour lui, en tout cas par le fait de retrouver une place et un rôle social, ce qui va, on espère vraiment, une bonne fois pour toutes, l'aider à remettre le handicap à sa juste place, c'est-à-dire que c'est une de ses particularités à Mathieu, mais ce n'est pas ce qu'il définit. La relation de confiance, elle a été très importante avec Mathieu. Il a pris confiance en l'association, il a repris confiance en lui au fil du parcours, il a repris confiance en les autres. Cette confiance, elle est fondamentale pour nous aussi, porteurs de projets associatifs. Et c'est une clé de voûte de notre partenariat avec la Française des Jeux. Et c'est ce qui nous aura permis, depuis 10 ans, finalement, de passer d'une jeune association parisienne aux allures familiales à un acteur majeur de l'accompagnement social de personnes devenues handicapées au cours de leur vie en France. Merci beaucoup. Voilà, en guise de conclusion, je voudrais dire effectivement, Maud a beaucoup parlé de confiance, donc la confiance de Mathieu, la confiance de l'association vis-à-vis de son financeur. Moi, je voudrais rajouter aussi la confiance de la Fondation FDJ et de la Française des Jeux vis-à-vis de cette association, puisque finalement, comme les autres, prend un risque en se mettant en situation de passer à l'échelle comme ça. Elle prend un risque et donc elle doit nous faire confiance d'une certaine manière pour qu'on l'accompagne encore sur la durée comme on l'a fait jusqu'à présent. Et cette notion de durée, je crois, est très importante. Il faut s'inscrire dans le temps long. Il faut arriver à agir rapidement pour avoir des résultats, mais il faut aussi s'inscrire dans le temps long parce que ces sujets qui sont des sujets difficiles se construisent dans le temps. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas, je parle pour la Française des Jeux et pour sa fondation, être en mesure d'avoir l'agilité de se pencher sur les problématiques émergentes. C'est d'ailleurs comme ça que cette année, au premier semestre, nous avons décidé de dégager un programme exceptionnel avec la Française des Jeux de 2 millions d'euros au profit de la jeunesse qui est fortement atteinte par les conséquences de la crise sanitaire actuelle en termes de précarité, aussi bien logement, alimentaire que d'isolement. Et donc, nous avons choisi de financer d'ailleurs un certain nombre d'associations qui sont ici, 4 associations qui chacune avec 500 000 euros vont travailler sur ces questions. Au-delà de ça, ce que je voudrais dire en conclusion finale, c'est que nous y arrivons collectivement au sein de Française des Jeux et de FDJ parce que nous bénéficions d'un double ancrage, un ancrage dans notre histoire. Notre histoire, c'est finalement que nous sommes nés pour la solidarité. C'était en 1933 avec les Gueules cassées qui devait financer la réinsertion des personnes en situation de lourd handicap. Et puis notre raison d'être qui se fonde sur cette solidarité qui est notre boussole, qu'on peut résumer ainsi. Le jeu est notre métier, la contribution à la société est notre moteur et la responsabilité notre exigence et les engagements qui vont avec, dont notamment renforcer nos actions solidaires et sociétales et environnementales. Et c'est fort de ce double ancrage que nous sommes en mesure, avec des associations comme les autres et les autres, que nous pouvons aider à renforcer l'efficacité et la cohérence de nos actions. Je vous remercie infiniment tous les deux. Vous avez respecté les timings, c'était parfait. J'ai une pensée pour Mathieu. J'espère que ça va bien se passer, son entretien. Et une autre pensée également pour Michael Jérémiaz, un homme heureux, comme vous avez dit, et généreux. Merci à tous les deux pour ces exemples inspirants. Alors, je vous remercie également, vous qui nous suivez derrière votre écran. On va laisser place maintenant à la prochaine plénière. On se retrouve tout de suite, ne quittez pas.